en français. Alors, en ce moment, vous allez m'écouter en français. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias. Cedo la palabra. Muchísimas gracias, súper agradecidas. Pues Bonjour, je me présente. Je suis Alejandra Roja, journaliste et j'habite à Porto Rico. Donc, je suis portoricaine. Je travaille dans un mouvement indépendant, mouvement des droits humains. Elle est en tant que femme noire homosexuelle. Et je travaille avec les Caraïbes, les différents espaces géographiques. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous, connectés. Et avant de continuer, je pense qu'il faut prendre une seconde pour respirer profondément et penser à la raison pour laquelle on est ici, pourquoi on est tous connectés et réunis aujourd'hui. Donc, je lis. Une réclamation qui s'étend dans tous les Caraïbes et qui aujourd'hui est la raison de cette réunion. Les mouchoirs verts se multiplient partout. On est dans la rue depuis des années, de différentes façons, de différents langages. Et on dit, on demande, on exige la liberté. Et même en face de cette pandémie globale, on reconnaît les voies qu'on veut marcher depuis il y a tant longtemps. Cet univers virtuel, sachant que la vie de milliers de femmes qui meurent chaque jour à cause d'un manque d'accès à de processus d'avortement ne doit pas être en jeu. Pour elles et pour les autres, on est ici. Dans les Caraïbes, nos droits de demander les droits de notre corps, de notre futur, n'est pas négociable. Tout au contraire, c'est la mort et pas du tout la vie. La République dominicaine, le Cuba, Haïti et Porto Rico connectent cet après-midi à partir de 4 voix qui ne sont pas seulement des voix, ce sont des figures, des mains qui travaillent la terre librement en recherche de ces droits humains pour continuer vers les actions qui, à un volume important, dit que le droit à l'avortement libre est nécessaire maintenant. Merci à tous ceux qui sont présents et sont connectés et tous ceux qui nous écoutent. Ainsi à ceux qui participent aujourd'hui de cet événement virtuel qui est urgent. Urgent pour celles qui écoutent et celles qui n'écoutent pas. Donc, on travaille beaucoup et on est sûr qu'on va réussir. Donc, encore une fois, merci d'être ici et je vais vous dire de ce qu'on fait, de présenter une série de données de nos 4 présentateurs qui viennent de différents espaces, en sachant que les données sont des données et que la valeur de notre présence va au-delà de ce qui est, disons, un essai aujourd'hui pour nous familiariser avec les autres. Donc, je remercie l'organisation de cet atelier avec les différentes organisations et les différentes associés et alliés. De la part du Porto Rico, on a Alexandra Marie Figueroa. Alexandra est une activiste, communicatrice et étudiante. Elle travaille les droits humains, les droits des femmes et autres groupes de vulnérabilité. L'autodétermination des corps et les droits humains, c'est son fort. Couramment, elle est la directrice de communication pour l'organisation historique féministe Atelier Santé qui se trouve à Loíza, à Porto Rico. Elle compte avec un juriste docteur dans l'Université interaméricaine de Porto Rico et aussi elle travaille dans l'Atelier Santé ainsi que la co-créatrice du collectif La Clara qui travaille avec l'éducation des droits civils pour les jeunes en Porto Rico. Son travail l'amène à travailler avec des groupes bases ainsi que la création de programmes pilotes pour la participation des citoyens avec Amnesty International, Oxfam et autres. Alexandra, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Aussi, en représentation de la République dominicaine se trouve Elisabeth Vélez Vargas. Elisabeth fait partie du réseau de défense de la droits humains des femmes et des jeunes, ainsi que la vice-présidente des catholiques pour les droits civils de la République dominicaine.
Elle est aussi membre d'une série d'institutions sociales de la communauté dont elle est née, comme l'Association des Jeunes Unis de Villa González ainsi que l'Association municipale de femmes. Dans son temps libre, elle réalise des journées de capacitation et éducation, surtout contre la prévention de violences dans la famille et sexuelle, ainsi que la participation politique, sociale, droits humains, entre autres. Merci, Elisabeth, d'être ici avec nous. Représentant le Cuba, on a Liliana Gordillo Piña, communicatrice féministe, journaliste avec 12 ans d'expérience dans des magazines imprimés digital, agences de presse et projets d'organisation de la société civile. Professeur de plusieurs cours de grade et post-grade dans l'Université de La Havane, ainsi que d'ateliers spécialisés dans le sexe, féminisme, diversité sexuelle et communication publique. En ce moment, elle est journaliste du magazine Muchacha, qui est partie de l'éditorial de La Femme et travaille avec le service de nouvelles de la femme en Amérique latine et Caraïbes. Et finalement, on compte avec la présence de Jésus Lablanc, qui représente Haïti, une excellente avocate féministe, activiste, défenseur des droits humains qui voyage autour du monde, fait la promotion des droits des femmes pour l'équité de sexe pour un monde libre de violence. Elle est la coordinatrice locale de la coopération internationale Sud-Sud, reconnue internationalement pour son engagement contre la lutte pour le respect des droits humains, plus spécifiquement celui des femmes. Elle est la coordinatrice de la plateforme du Nord-Est, qui est une plateforme qui travaille pour travailler le respect des droits humains à travers de la promotion de l'intégration et la réduction de l'inégalité entre les sexes. Elle est fondatrice de l'Association citoyenne pour la défense des droits de la femme et la promotion de la culture haïtienne. La vie économique, elle fait partie du Financial Express Group dont elle est membre. Celle-ci est une institution de microfinance qui travaille avec la population du nord-est d'Haïti. Merci, Jésus-là, d'être ici avec nous ici, ainsi que pour ton travail. Donc, ayant dit ceci, et en regardant les données qui nous présentent la voix qu'on va écouter, vous qui nous accompagnez aujourd'hui, j'aimerais bien expliquer un peu comment va se débrouiller cet atelier, comment on va faire les questions. C'est très important de savoir qu'on est tous ici connectés. Vous êtes ainsi connectés et vous pouvez participer également. On va créer des rondes où on va discuter des sujets très spécifiques, mais après chaque session, on va faire une petite pause pour pouvoir discuter certaines questions que peut-être vous allez poser, vous allez envoyer au fur et à mesure qu'on avance. Je vous dis ceci parce que si vous avez une question qui a à voir avec un sujet dont on parle et on veut se concentrer sur cette question dans une pause, vous pouvez les écrire dans le live de Facebook. Et ici, de notre côté, on va organiser les questions et on va s'assurer que les questions posées dans cet espace soient répondues. Donc, ayant dit ceci, encore une fois, je remercie votre présence à tout le monde et on peut initier. Donc, dans cette première ronde, on va parler sur la situation courante dans les différents pays représentés dans cet atelier en ce qui a à voir avec le droit et l'accès à l'avortement. Et on sait que ce n'est pas la même chose. Et alors, nos présentatrices vont pouvoir nous donner plus de détails. Donc, on est ensemble dans différents espaces. On va pouvoir écouter quelle est la condition de ces deux sujets dans ces quatre coins géographiques. Alors, on commence et on va écouter un peu de comment est la situation à Cuba avec Lilia Goïté. Tu as la parole. Bon après-midi, tout le monde. Je vais lire quelques idées que j'ai déjà écrites.
Au début des années 60, le gouvernement révolutionnaire, avec la participation des femmes cubaines, a compris plusieurs politiques sociales qui ont changé la vie des Cubaines dans plusieurs ordres. Entre elles, celles qui ont à voir avec la santé sexuelle et de reproduction, qui inclut l'avortement en tant que sujet de santé. Depuis 1965, l'avortement est universel, institutionnalisé, gratuit et peut se réaliser avec un personnel qualifié. Mais depuis bien avant ça, depuis 1936, l'avortement est légal. Ce traitement légal est resté jusqu'à 1979 quand le code pénal a changé. Il a déterminé comme avortement illégal comme celui-ci qui se réalise au-delà des institutions officielles, celui qui est réalisé par un personnel non autorisé ou sans l'accord de la personne. Ceci fut actualisé en 1987. En 2019, avec la nouvelle constitution, on a pris un pas constitutionnel. Entre autres, l'article 43 de la Charte Magna nous dit l'État travaille avec le développement des femmes et la participation sociale et il assure l'exercice de leurs droits sexuels et de reproduction et la protège de la violence dans n'importe quelle manifestation ou espace et crée des mécanismes légaux pour les protéger. Le rôle des académiques, le rôle légal des journalistes, d'insister et de reconnaître la reconnaissance des droits sexuels et de reproduction dans la Constitution. Ces idées ont eu un effet. La version originale du document ne comptait pas avec ça, mais celles-ci furent incluses grâce à un référendum qui parlait de la violence dans le contexte de la Constitution. En ce moment, dans les institutions de santé, on inclut l'attention primaire et l'attention secondaire. Le premier pas, c'est de visiter le docteur de la famille ou le docteur de planification qui correspond à votre zone. Alors, dans ce cas, on peut confirmer et si la femme décide de terminer, elle peut alors appliquer pour l'avortement. Et là, on passe à les processus à réaliser selon le temps. Il faut dire aussi que certaines femmes vont directement au service d'avortement dans les hôpitaux de tous les pays. Alors là, les notes du contexte de l'avortement. Merci beaucoup pour pour nous aider à entrer dans ce scénario. Alors, maintenant, on va écouter un peu sur le contexte en République dominicaine. Alors, on a notre panéliste Elisabeth qui va nous parler. Merci beaucoup, Alejandra. En République dominicaine, jusqu'à présent, l'avortement n'est pas légal, suivant le code légal et un code qui date depuis 1884, donc 136 ans d'existence. Et sur ceci, on a déjà plus de 20 ans essayant de changer, de réformer le code. Et le mouvement féministe dominicain essaie de légaliser l'avortement à partir du code pénal. En République dominicaine, l'avortement donc est considéré illégal dans n'importe quelle circonstance. Néanmoins, ceci n'est pas une limitation pour éviter la situation. Donc, ceci met les jeunes filles et les femmes dans un risque énorme parce qu'elles sont obligées à réaliser l'avortement à travers la préparation de certaines boissons, des pratiques très anciennes, des pratiques de nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, qui préparent des breuvages avec des herbes pour provoquer un avortement. Et dans d'autres endroits plus peuplés, on peut remarquer des situations, surtout avec les jeunes filles, adolescentes, qui peuvent même se lancer physiquement au bord d'un ravine pour perdre la grossesse. On trouve aussi des cas très connus de filles qui utilisent des objets
pour essayer de terminer la grossesse elle-même. Le code légal se discute déjà depuis il y a plus de 20 ans, mais en 2014, pour pouvoir rapprocher un peu la date, il fut approuvé, mais sans cause. En ce moment, le président a changé le code pénal pour que ça puisse inclure ces conditions exigeantes si c'est un cas de violation, incompatibilité ou inceste. Ensuite, en 2015, bon, en retournant en 2014, on est retourné au Congrès, il fut approuvé et le groupe conservateur n'était pas d'accord avec la façon dont le code fut approuvé ici dans le pays. Alors, le secteur conservateur ont déposé des demandes dans le tribunal constitutionnel et en 2015, celui-ci, alors, ém- change le code pour pouvoir rediscuter. Et alors, on n'appliquait plus les trois causes déjà approuvées en 2014. En 2016, encore une fois, on discute et de l'année 2016 jusqu'à présent, on a, on n'a pas fait trop de progrès. En ce moment, on a un nouveau gouvernement, un nouveau congrès et on pense qu'en ce moment, le nouveau président du Sénat veut faire passer une loi parce que c'est urgent pour le pays d'approuver le code pénal parce qu'il faut réformer la justice pour pouvoir résoudre beaucoup de choses qui ont à voir avec la drogue, la fraude et aussi le problème des jeunes filles et des femmes. Donc, les personnes de différents espaces, dans les réseaux sociaux, les journalistes, à travers de différentes rencontres, ont exigé, on travaille ce processus depuis il y a déjà 20 ans et on croit qu'il faut vraiment prendre le temps pour discuter de tout ceci. Donc, en ce moment, il faut penser que 76% de la population dominicaine est d'accord. Et cette enquête fut réalisée en 2013. Il faut aussi mentionner que 13% des avortements terminent avec terminent en mort, qui est la troisième cause de la mortalité maternelle dans le pays. Déjà considéré par notre système d'épidémiologie. Donc, l'avortement est un problème de santé pour nous. Et l'État doit comprendre que c'est un problème urgent et voir comment on peut développer le contexte de ce problème dans cette pandémie. Tu as utilisé le mot urgent. Je crois que c'est un avis important, parce que ça se répète dans différents espaces. Donc, j'aimerais bien écouter Jésus là. Quelle est la situation en Haïti? Bon, pour le cas d'Haïti, pour le cas d'Haïti, l'avortement est pénalisé. En tant que la législation pour l'avortement en Haïti, c'est considéré illégal selon le code pénal qui date depuis 1835, qui se déroule dans la République. Beaucoup de citoyens, ils attendent en silence, ceux les plus nombreux, dans la chaîne de presse traditionnelle de la part pour la régulation dont les conséquences sont vraiment très négociées. La criminalité est aussi une pratique clandestine qui embauche beaucoup de jeunes filles et femmes qui veulent terminer leur grossesse. On peut dire que la femme n'est pas
maître de son propre corps et qu'elle ne peut pas décider. Et on est en 2020. Et si l'acte illégal en excellence est partie de l'action qui met la femme dans une situation qui oblige à la femme à s'occuper d'un enfant, et elle aussi, elle a droit à la vie, un droit de la femme ou les permettre de prendre leurs décisions. Mais il faut traiter le sujet de l'avortement comme une évasion législative qui ne suit pas la situation comme la vie quotidienne des citoyens haïtiens. Personne n'ignore qu'en Haïti, jusqu'à présent, on n'accepte pas l'avortement, bien qu'il se pratique clandestinement et dangereusement, ce qui est très dangereux pour la femme qui participe de cette action, qui a une grossesse et qui fait face à une raison ou une autre au sujet de terminer cette grossesse. La criminalisation de l'avortement en Haïti est à la mode depuis 1835. Mais les organisations féministes ont lutté beaucoup. Et chaque 28 septembre, on visite la presse avec les mouvements de changer le code pénal. Dans le code pénal actuel, l'article 262 dit que n'importe quelle personne qui fait l'avortement d'une femme, sera considéré comme un acte criminel. Suivant le code 262 du code pénal, on lit le suivant. Selon l'acceptation légale du terme, l'avortement se définit comme une exclusion prémature et faite volontairement qui est punissable, et on peut punir les docteurs, pharmaceutiques ou autres personnes, personnels de santé qui facilitent les moyens pour terminer une grossesse pourront être condamnés entre 3 à 15 ans de prison. Selon le ministre de la Femme en Haïti, selon leur déclaration à la presse, en 16 juillet, il y a de l'espoir pour la légalisation de l'avortement en Haïti à travers du nouveau décret présidentiel que le président actuel, Jovenel Moïse, vient de passer. Mais malheureusement, on a dû l'arrêter à cause des groupes nationalistes parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un à cause de son orientation sexuelle. On a réalisé plusieurs marches avec des groupes et on a échangé plusieurs déclarations pour passer le nouveau code où l'article 328 dit on ne n'importe quel avortement doit se réaliser avec l'accord de la femme dans un centre de médecine dans les premières 12 semaines de la grossesse. Mais s'il s'agit d'un cas d'inceste, de problème de violation sexuelle ou un problème physique, alors celle-ci peut être autorisée. Donc, c'est ce qu'on peut dire jusqu'à maintenant, qui a changé depuis 1835 jusqu'à 2020. Donc, on a un peu d'espoir, mais il faut continuer à travailler.
Merci beaucoup, je suis là. Et on écoute plusieurs de détails qui changent selon les différents contextes, ainsi qu'une série d'éléments qui se répètent, et une série d'indignations et des droits humains qui nous maintiennent ici, dans la bagarre et dans la bataille. Donc, Alexandra, je veux te demander, à Porto Rico, quel est le scénario? Nous qui sommes ici, on veut écouter comment les choses marchent. Quel est le contexte chez toi? Bon, bonsoir. Tout d'abord, je veux reconnaître l'honneur, le privilège de faire partie de cet espace. Nous, à Porto Rico, on reconnaît que tout ce qui se passe avec l'état d'urgence de la violence qu'on vit, je dois reconnaître que la présence ici, c'est une action de pouvoir contre la patriarchie. Alors, je remercie énormément l'espace. À Porto Rico, le contexte est un peu différent. On n'a pas accès ou liberté qui existe à Cuba. Mais néanmoins, l'avortement est légal à Porto Rico. Mais ce n'est pas accessible. Alors, c'est quelque chose que je vais laisser pour la deuxième session. Généralement, à Porto Rico, les personnes ne connaissent pas ce droit. Beaucoup de monde ne savent pas qu'ils ont ce droit. Ils ne savent pas que ça existe. Aussi, il y a une conception qui dit que l'avortement à Porto Rico, c'est suivant les règlements ou les lois des États-Unis de 1973. La réalité, c'est qu'à Porto Rico, le droit à l'avortement existait depuis avant même le, la considération du tribunal fédéral des États-Unis, à tel point que les femmes blanches qui ont beaucoup d'argent aux États-Unis, le Porto Rico, c'était un endroit où elles pouvaient voyager et pratiquer terminer leur grossesse d'une façon sûre, car aux États-Unis, c'était illégal. À différence de cette distinction aussi, on compte avec un processus qui se concentre beaucoup à la santé des personnes. Le critère aux États-Unis, c'est la viabilité du fœtus. Pourtant, à Porto Rico, la termination de la grossesse est permise suivant le critère de la santé et le bien-être de la personne qui la demande. Et la seule personne qui peut prendre cette décision, c'est un professionnel ainsi que la femme qui fait face à cette option. Alors, à Porto Rico, je veux retourner pour le cas légal. Donc, le cas légal, c'est de 1980, si je ne me trompe. Dans ce cas, finalement, on établit que le droit à l'avortement à Porto Rico est un droit fondamental qui est lié directement au droit de cette personne. Donc, ce droit à Porto Rico compte avec beaucoup plus de protection que celui qui existe aux États-Unis. Pour les personnes qui ne sont pas du Porto Rico, je fais la comparaison avec les États-Unis parce qu'on a une relation coloniale avec ce pays. Alors, donc, nos lois et nos processus assez souvent suivent où il y a certaines déterminations qui suivent des décisions du Congrès ou le tribunal des États-Unis. La préoccupation comme le cas et la mort de la juge Ruth Ginsburg aux États-Unis est valide parce que bien qu'à Porto Rico c'est un droit légal et aux États-Unis aussi, on ne manque pas de recevoir l'intimidation et les attaques en ce qui a à voir avec ces droits. Pour la décision de Roe v. Wade, c'est important de reconnaître que beaucoup de personnes ont été protégées, mais d'autres ont été assassinées aussi. Et à Porto Rico, le mouvement féministe de Porto Rico, à travers des années, historiquement, a souffert beaucoup de persécutions aussi. Et on souffre jusqu'à présent pour le droit de demander, de déterminer qu'est-ce qu'on peut décider dans notre île. Alors, avec ces,
ces attaques, on a un projet récent de la loi 50 présenté il y a 2 ans à Porto Rico qui a l'intention de présenter plus de restrictions et de limitations à l'avortement à Porto Rico, qui inclut une limitation aux personnes, aux non-adultes, qui doivent présenter un accord de la part de leurs parents pour pouvoir pratiquer une termination de grossesse. Et à Porto Rico, ce n'est pas le cas. À Porto Rico, c'est ton droit, c'est ton corps, peu importe l'âge. Et ça, c'est une des notes plus préoccupantes de ce projet qui, grâce à Dieu, a finalement resté. Mais les mouvements de base, comme les organisations comme Atelier Santé et la campagne nationale pour l'avortement libre et aséquible, continuent à s'organiser et travaillent vers le droit à la décision et le droit à la santé. Donc définitivement, c'est légal, mais ce n'est pas accessible. Et on est toujours alerte à des possibles menaces, à des possibles essais du côté fédéral là, de changer des choses. Donc, on continue à travailler pour garantir que tout ceci soit beaucoup plus accessible et non seulement pour les personnes qui peuvent payer ce service. Merci, Alexandra. Et on sait que, comme on vient d'écouter, il y a un mot qu'on répète assez, et c'est le mot organisation. Donc, on reconnaît le travail des organisations, des différentes luttes féministes, et sur cette ligne, on a déjà une série de questions. Et les personnes qui nous écoutent, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais articuler les premières questions pour que nos panélistes puissent les écouter et qui décide de répondre à cette question, alors peut la répondre. Alors, on a une question de Porto Rico et on demande, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les organisations et les groupes qui travaillent vers le droit et l'accès à l'avortement, pour appuyer la lutte de la République dominicaine ainsi qu'Haïti? Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à vous appuyer, République dominicaine et Haïti? Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, et continuant, suivant cette question, on nous demande, serait-il possible de renforcer ou créer d'autres liens pour la lutte de l'avortement dans la Caraïbe comme une réclamation régionale? Celle-ci, je vais la répéter parce que la différentes façons de la répondre. Donc, je vais la répéter. Est-ce que c'est possible de renforcer ou de créer des liens pour élever la lutte pour l'avortement libre dans les Caraïbes en tant qu'une réclamation régionale? Alors, on a ces deux questions. Et on a une troisième question, mais je vais donner un peu plus de temps pour passer sur la réponse des premières deux questions. Cette question, c'est pour ma collègue d'Haïti, Jésula, qui demande quels sont les espaces pour les trois causes et s'il y a un politicien qui a décidé d'appuyer la légalisation de l'avortement dans cet espace. Donc, vous pouvez répondre comme vous voulez. Alors, je peux répondre la première. Au soutien pour le droit de l'avortement en République dominicaine, on peut dire qu'on peut s'organiser à partir de chacun de nos pays dans la Caraïbe et l'Amérique latine même. On peut présenter au gouvernement dominicain, au Congrès dominicain, les cartes, les lettres alors, où on recommande la légalisation de l'avortement
et en montrant des exemples de bonnes pratiques, comme sont le cas de Cuba et de Porto Rico, et ce qui se passe avec les femmes, surtout les femmes pauvres qui n'ont pas accès à un avortement légal, sécure et accessible avec des conditions dignes, suivant les droits humains. Donc, il faut montrer les évidences pour créer une pression à l'État dominicain pour que ainsi on puisse se prononcer à faveur de sauver la vie des personnes et des femmes. Super, merci Elisabeth. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre une des questions? Ou si vous voulez continuer? Alors, oui, oui. Il y a beaucoup d'espoir dans les Caraïbes. Il y a une équipe de femmes féministes qui suit avec moi cette conférence. C'est un groupe de femmes féministes. La représentante du ministère de la Femme en Haïti fait partie de cet espace ici aujourd'hui. Et on pense qu'il faut redoubler nos efforts pour continuer à lutter. Il y a plusieurs organisations qui luttent, qui travaillent pour la légalisation de l'avortement en Haïti. Pour le cas de la République dominicaine, pour les marches qu'on a fait jusqu'au temps qu'un père même est entré pour les trois causes de l'avortement. Ce père n'aurait pas dû entrer dans cette situation. Mais il faut dire que la République dominicaine est un peu plus avancée que nous sur ce sujet. Néanmoins, en Haïti, on compte avec certaines organisations féministes qui ne dorment pas. On travaille beaucoup parce que les conséquences de l'avortement ont causé la mort de plusieurs jeunes filles et plusieurs femmes à cause de la situation de la clandestinité, de la pratique et les pratiques primitives utilisées en Haïti. Donc, à travers de Nord-Est, on utilise cette plateforme pour lutter et on espère voir la légalisation en Haïti. Merci, Hessoula, pour répondre à la question. Alors ici, j'ai une question qui a à voir avec le Porto Rico. Je vais la présenter pendant que je répète d'autres qui sont dans l'air. Et je crois qu'on peut répondre dans les autres espaces. Mais de toute façon, je vais la présenter devant les panélistes. Et c'est ce qui a à voir avec la possibilité de créer une réclamation régionale pour le droit à l'avortement libre. On a cette question et d'un autre côté, on nous demande pour le Porto Rico. Est-ce qu'il y a des femmes chez vous qui ne sont pas au courant que l'avortement est légal et est-ce qu'elles utilisent des sessions clandestines? Ça, c'est une question. Et aussi, on veut savoir si l'Église est une des barrières principales pour les femmes qui ont besoin d'un avortement puissent le faire. Et si l'Église est une de ces barrières, au-delà de l'Église, quelles autres barrières vous avez identifiées? Peut-être Alexandra peut répondre. Là, pour la première question, oui, malheureusement, les femmes ne connaissent pas. Il y a un manque de connaissance de l'existence du droit à l'avortement. C'est généralisé. Mais grâce aux réseaux sociaux et les efforts par les différentes organisations, on a réussi à informer un peu plus sur ce processus. Mais cette information est assez segmentée. Elle est restée dans une région du Porto Rico qui est ce qu'on connaît comme la région métropolitaine. Donc,
Plus on s'éloigne de villes, moins cette information est disponible à cause d'une quantité de barrières et des choses qui ont à voir avec le racisme, le fascisme, etc. Malheureusement, oui. Alors, ça permet qu'un manque de connaissances en ce qui a à voir avec ce droit produise d'avortements clandestins. Et au-delà de clandestins, il faut communiquer le risque qui représente ce manque d'assurance pour la vie de ces personnes. Et aussi, à Porto Rico, on a une culture de rester en famille. Alors, on a définitivement des personnes qui pratiquent des terminations qui ne sont pas sûres. Mais il y a beaucoup d'autres mondes qui le font parce qu'ils ne connaissent pas le droit. Parce qu'à Porto Rico, la culture et la société, la famille est toujours présent. Alors, quand il y a une grossesse à un jeune âge, alors l'idée c'est toujours de, OK, et on va s'occuper de l'enfant en famille. Donc, on a un phénomène de voir des grands-parents qui élèvent les enfants parce que le père ou la mère travaille, hein, ou s'éduquent toujours. Donc, il y a ces deux facteurs, hein. On ne compte pas avec une culture d'avortement à Porto Rico. Ou au moins, si elle existe, elle n'est pas vraiment très étendue. Et c'est en ce moment qu'on peut réaffirmer d'une manière plus... Bon, on a une plateforme publique pour pouvoir parler de la lutte féministe. Et dans les années 70, elle courait un risque. On court un risque toujours. Mais à l'époque, le risque était beaucoup plus grand. En tant que l'Église, définitivement, il y a un fondamentalisme religieux, qui... J'aime séparer le fondamentalisme religieux de l'Église. Parce qu'on a des personnes qui pratiquent la religion, qui font partie de la communauté, qui sont féministes. Alors pour moi, la religion, je pense que ça n'a pas à voir avec ça. Pour moi, c'est le fondamentalisme et le pouvoir qui est sur la construction des femmes, la définition de femme où tout ce qui n'est pas un homme doit être contrôlé parce que ça représente une menace au système de pouvoir patriarché qui essaie de nous dire comment on doit exister. Donc, je pense que c'est ça. Excellent, Alexandra. Merci beaucoup. On continue avec la prochaine ronde de cette présentation. Je sais qu'il en manque beaucoup d'autres questions, excellentes questions. Vous pouvez continuer à poser vos questions et on va les présenter au fur et à mesure que l'atelier avance. D'autres vont se répondre selon l'exposition de nos collègues. Alors, on avance et on prend note des questions et de pouvoir les répondre plus tard. Alors, mes collègues, la prochaine session va parler spécifiquement, ou bien va écouter spécifiquement quelles sont les réclamations actuelles de ce contexte. Dans la première session, on a écouté les contextes, quelles sont les bases des politiques publiques. Mais alors maintenant, on va écouter particulièrement quelles sont les réclamations de chacun de ces espaces. Alors, on peut répéter l'ordre du début pour pouvoir écouter les réponses à ces questions. Donc, on peut commencer avec Lyriam, Cuba. Au Cuba, généralement, on n'a pas de pression sociale contre l'avortement. Selon les statistiques plus récentes, en 2019, on a pratiqué au-delà de 73 000 avortements. Ceci représente un pourcentage de 27% pour chaque femme. Cette année, 2 femmes ont perdu leur vie, ce qui représente 1,8%. Ceci nous parle de comment l'avortement est un processus qui est sûr et disponible pour les femmes cubaines. On peut dire que
on n'a pas vraiment de réclamations. Mais le contexte régional, l'histoire, nous dit que dans un monde de patriarché, toute action politique, légale, sociale, culturelle et économique, il faut toujours continuer à faire un effort pour protéger le droit des femmes. Donc, j'aimerais parler de deux alertes à partir du contexte politique et social de la région. Tout d'abord, l'avortement. Avant tout, c'est un droit. Et quand on demande qu'est-ce que c'est que l'avortement, l'Académie répond, c'est un processus, une pratique, une méthode pour la régulation de la fécondité. C'est une méthode d'anticonception, de planification de la famille. On alerte la population des spécialistes, principalement des abus avec les adolescents. Donc c'est un droit répondu par la science. En parlant avec une amie sur ceci, elle me disait que dans notre pays, plusieurs générations ont déjà eu accès à ce droit. Et c'est arrivé à un tel point que des femmes peut-être ne sentent pas qu'elles soient un risque. Alors, la lutte d'autres femmes dans le continent à avoir accès à ce droit, on ne les connaît pas. C'est pour ça que c'est important de créer les débats, les conversations pour les droits de reproduction, pour avoir une connaissance et pouvoir faire un exercice responsable et le connecter avec d'autres droits, comme l'éducation sexuelle des adolescents, l'accès à méthodes. On doit se demander aussi, est-ce qu'on a tous également accès à ce droit au Cuba? Qu'est-ce qui se passe avec les adolescentes qui sont au-delà des villes, dans les zones urbaines, qui sont éloignées des services médicaux, celles qui n'ont pas assez de ressources ou de soutien? Comment les personnes trans, intersexes et queer ont une vision? Qu'est-ce qui se passe dans des situations d'urgence sanitaire? L'avortement au Cuba est un droit qui a eu un traitement avec beaucoup de succès dans le système de santé publique cubaine. Couramment, on est dans une condition de continuer à le protéger légalement. Pourquoi le protéger légalement? Alors là, je passe à la deuxième alerte. C'est un droit qui se dispute aussi à Cuba. Malgré tous les efforts et avancements, on vit dans une culture et un pays de patriarchie et hétéronormatif. Le droit libre de l'avortement, de décider de ne pas être mère dans un contexte social où on peut se reproduire, s'actualiser et muter selon les circonstances sociales, des croyances machistes et hétéropatriarches qui n'ont pas seulement un impact dans la vie pratique, sinon ainsi que les droits des personnes. Il y a une matrice culturelle très forte qui continue à lier les cubaines avec la maternité comme un destin principal, et ceci retourne encore une fois. Mais attention sur les forces de reproduction et ne manque pas les critères qui responsabilisent aux femmes de ne pas vouloir des enfants. Il y a une résurgence des positions conservatrices en ce qui a à voir avec ce droit. Et suivant le contexte social, un défi commun, je veux parler du discours anti-droit. Les activistes et spécialistes déterminent que l'agenda anti-droit n'a pas seulement à voir avec le droit de reproduction, sinon que la stigmatisation des féministes suivant l'idéologie de genre et l'opposition à l'éducation sexuelle. Prendre une position plus active contre l'avortement, c'est une affaire de temps et d'opportunité. Et en ce moment, ils ont l'opportunité, le contexte et les moyens pour faire pression utilisant les réseaux sociaux contre l'avortement au Cuba. Ceci a généré un débat à cause d'un roman national appelé La face de nos jours, qui parlait de la famille, de la paternité-maternité, ainsi que l'abus sexuel des enfants, entre autres. Le commentaire d'activistes, femmes, journalistes, investigateurs font appel à l'importance de présenter dans l'écran ces sujets. Mais une façon de faire voir les lois hétéro. La maternité, c'est représenté comme l'idée de joie. Lydia, une jeune fille violée par son beau-père, est la seule fille qui fait l'avortement et il est lié à l'abus. La position des réseaux sociaux
furent en faveur de la termination de la grossesse. Mais, alors, si cette grossesse ne s'était pas présentée à cause d'une violation, quel aurait été le résultat dans les réseaux sociaux? Pour beaucoup de personnes au Cuba, ces affirmations et commentaires peuvent se voir sur Facebook. Alors, je cite, on ouvre le débat. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avoir un bébé, est-ce que si je termine la grossesse, je serai considéré... Un autre commentaire. Vous n'avez pas l'obligation de tuer l'enfant de le ventre. Autre commentaire. L'avortement, c'est meurtre. Il n'y a pas, il n'y a cause pour justifier. Celles-ci sont des opinions et croyances sur l'avortement qui, heureusement, ne représentent pas la majorité, mais elles existent. Et on doit les prendre en considération parce qu'elles peuvent se présenter pas seulement en commentaire de Facebook, sinon ainsi que dans des scénarios religieux, éducatifs, de décision et social. Et alors, je passe à la dernière question et je termine sur ce que je pense des principaux défis. Merci. Merci. Merci pour parler de cette réclamation. Elisabeth, République dominicaine, quelles sont les réclamations principales? Ici, République dominicaine, on réclame fortement la loi de l'avortement dans trois causes. Et s'assurer que celle-ci arrive aux jeunes femmes, surtout les filles pauvres. Car on sait bien que si la personne qui ne compte pas avec les ressources et qui peut peut-être passer dans un centre privé, mais elles ne veulent pas briser la loi. Mais on comprend que ça met un risque. Alors, en suivant le contexte, qui n'est pas différent et qui permet une manipulation de tout ce qu'on peut voir en Cuba, et comme Alexandra vient de dire, donc il y a des personnes qui sont féministes et qui sont en défense de l'avortement et qui travaillent avec nous et qui suivent. Et le pari même, on sait que la voix des femmes sont assez souvent, les écoutent pas à cause de la patriarchie et de cette nécessité de l'homme, du garçon, de diriger et d'avoir la possibilité de diriger, de décider. Je veux vous commenter qu'en 2019, ici, dans le pays, on a fait partie d'une discussion parce qu'on voulait implémenter un ordre qui était déjà défini dans le ministère de l'Éducation pour que, à partir dans les écoles publiques, on puisse passer une éducation sexuelle, comme bien disait Alexandra à répondre à la question. Ici, en République dominicaine, le sujet de l'avortement, les fondamentalistes, les ultra-conservateurs qui sont le même secteur d'ailleurs, les nationalistes qui défendent cette division et la division entre nos frères haïtiens, c'est le même secteur qui ne veut pas reconnaître les droits, qui ne nous permet pas d'avoir accès à une éducation de qualité, à des services de santé de qualité, ni avoir accès à des ressources. C'est le même secteur. Et ce secteur est opposé à l'éducation sexuelle dans les écoles que aux trois causes. Et pour nous, vraiment, c'était incroyable de vivre ceci en 2019. Comment ils se sont mobilisés, la quantité de ressources qu'ils ont utilisées. Pendant les 20 années qu'on a travaillé, on essaie de passer des réponses à chaque offensive. Chaque fois qu'elle est présentée, existe une division
On n'arrive jamais à avoir la majorité nécessaire pour légaliser et le code reste intact. On compte avec un code qui est vraiment assez vieux. Donc, on est un des pays en matière légale le plus en retard et des 192 pays qui font partie des Nations Unies, seulement 7 considèrent l'avortement illégal. On est inclus dans ce système et ceci nous amène à prioriser une réclamation assez forte suivant les trois causes, ainsi qu'à l'accès à les méthodes d'anticonception. Parce qu'on compte avec les centres de santé, les centres communautaires. Le détail, c'est que l'éducation sexuelle qui existe en ce moment, qui est minime et chargée de préjugés, cette peur des personnes avec les adolescents qu'elles puissent expérimenter avec leur sexualité. Et tout ce qui fait partie de la culture de l'imitation pour les femmes, parce qu'on sait que les hommes, ils reçoivent l'invitation de connaître et de vivre leur sexualité. Donc, malgré l'existence des méthodes, les jeunes filles et les femmes n'ont pas accès à celle-ci et ceci est connecté directement avec l'idée de la maternité, où on peut connaître des histoires où des femmes préfèrent avoir l'opportunité de continuer avec la grossesse au lieu de terminer pour pouvoir améliorer leur santé, leur qualité de vie et pouvoir choisir la maternité plus tard. Donc on a toujours cette vision coloniale, ce qui a à voir à la maternité en tant que destin et pas un choix. Et ceci est lié avec des idées assez perverses de cette culture de patriarchie qui nous domine. Oui, c'est très dangereux. Et le commentaire qu'on va écouter des personnes qui nous accompagnent, qui sont ici avec nous et qui sont conscients de l'urgence de tout ce que vous parlez. Alors j'aimerais pouvoir écouter un peu plus sur les réclamations à Porto Rico. Et dans cette exposition à Alexandra, si tu veux, on peut, je peux ajouter un peu plus de temps à ton exposition pour que tu puisses répondre à certaines des questions posées dans le chat qui ont à voir avec le contexte portoricain. Bien sûr, merci Alexandra. Comme je l'ai déjà dit au début, je veux répéter, c'est très important que le droit à l'avortement à Porto Rico, c'est légal. Mais légal ne veut pas dire assiquible et sécure. Je vais dire un numéro, mais je ne suis pas responsable. La réalité, c'est qu'avec ce contexte de la pandémie, on ne sait pas quel est l'impact une fois qu'on a terminé avec les restrictions, mais on sait qu'on a moins de 10 cliniques pour terminer la grossesse à Porto Rico. Alors, des cliniques qui travaillent directement ou qui incluent ces services. Donc, il faut passer ce droit et responsabilité à des pratiques privées qui ne sont pas nécessairement disponibles à tout le monde. Parce que le droit à la santé à Porto Rico n'est pas vraiment un droit, c'est bien un privilège. Donc, partir d'une réclamation, c'est d'implémenter l'accessibilité, qu'il y ait plus de ressources disponibles au public et ces ressources immédiates, au-delà des cliniques, soient accompagnées d'une éducation. La campagne argentine dit c'est éducation pour décider les anticonceptifs pour ne pas avorter. C'est réel, on a besoin d'une éducation, pas seulement avec une vision sexuelle, sinon une éducation sexuelle intégrale que tout le monde, indépendamment de l'âge, ils doivent connaître leurs options et ils doivent savoir comment se protéger
dans l'ambiance sexuelle au-delà de la grossesse. Ceci n'existe pas dans Porto Rico. Donc, il faut accompagner ces ressources. Elles doivent aller de la main pour assurer le bien-être des personnes, que soit sa décision ou pas de terminer une grossesse. Non seulement la légalité, aussi il faut ajouter à la protection de l'intimité des personnes. Les personnes qui décident de visiter la clinique pour terminer une grossesse ou même pour recevoir une information simple. Au Porto Rico, on constate un phénomène que les cliniques de termination ou de planification familiale sont gardées par des personnes, des fondamentalistes religieux qui vraiment empêchent ou ne permettent pas que cette personne puisse prendre des décisions qui ont à voir avec la santé publique. Et cette réclamation doit inclure la protection et la défense de l'intégrité de ces personnes, ainsi que leur dignité, qui est un droit assez important et précieux à Porto Rico et dans le monde. Donc, ces réclamations s'identifient dans le contexte qu'on vit. Quand on est enfermé chez nous, on n'a pas beaucoup de ressources et on lutte alors pour décider, OK, alors, comment je vais manger, comment je vais survivre. Certaines personnes, malheureusement, arrivent à survivre avec un agresseur et elles doivent décider de se balancer à pouvoir terminer une grossesse quand elles se trouvent dans une situation de violence. Ce ne sont pas des situations simples en blanc et noir. Elles sont compliquées et tout se complémente, tout grandit si on n'a pas une éducation, si on n'a pas une ouverture à une décision éduquée, et si on n'a pas une décision éduquée, on n'a pas de santé, etc., etc. J'ai reçu des questions dont je vais lire, des questions que Alexandra vient de me passer. On me demande, pour la campagne nationale pour l'avortement libre, si vous avez trouvé des propositions pour le projet 1950. La campagne pour l'avortement libre est un agenda de travail et elle est très accessible. Je ne peux pas entrer trop de détails, mais elle est définitivement assez ouverte. Donc, si vous voulez savoir, vous voulez connaître l'agenda de travail, en ce moment, il y a des personnes de la campagne qui peuvent vous aider à apprendre un peu plus sur la stratégie de travail, qui se font à porte fermée et qu'on présente ensuite à la société pour protéger cette garantie. Aussi, on me demande sur la statistique, ce qui a à voir avec la quantité d'avortements réalisés à Porto Rico, ainsi que la quantité d'avortements clandestins. Alors, j'aimerais répondre à cette question en présentant une réclamation personnelle d'une personne qui travaille dans le système sanitaire de Porto Rico. Et ce qu'à Porto Rico, on n'a pas les statistiques ni les formations confiables de la part de l'État. Ce n'est pas seulement pour le cas de l'avortement, sinon que les sujets du COVID-19, on n'a pas d'informations en ce qui a à voir avec ce sujet. Ça, c'est une de nos réclamations parce qu'on ne peut pas planifier ni garantir la plus grande quantité de vie si on n'a pas l'information pour remplir ces informations. Donc, on n'a pas ce numéro, on n'écoute pas avec ce numéro. Et la dernière fois que j'ai vu un numéro complet en ce qui a à voir avec l'éducation, c'était une information de 2015-2016. Et celle-ci n'arrivait même pas au milieu. Au moins pas des avortements pratiqués par des docteurs ou des médecins. Donc, ça a à voir beaucoup avec la culture, la peur et une quantité d'autres causes, disons. Mais on ne compte pas avec les statistiques actualisées. En ce qu'il y a avec la demande de Porto Rico. Parce que les statistiques à Porto Rico, c'est pas important. Et ça, c'est une réclamation de plusieurs secteurs. J'espère que
qu'avec ça, j'ai répondu à la question du chat. Et sinon, alors on va continuer. Merci, Alexandra. Alors, on va fermer cette session. On va écouter à Hesula qui va nous parler des problèmes principaux d'Haïti, au-delà des autres problèmes qu'on a déjà écoutés. Merci. Les réclamations d'Haïti sont énormes. En ce moment, on vit une situation qu'on n'a jamais vue. En ce moment, on a un congrès et la Chambre haute et la Chambre basse comptent avec la présence de 10 sénateurs uniquement. Alors, il faut attendre les élections futures et en ce moment, on n'est pas sûr, on n'est même pas sûr de la date de ces élections. Aussi, je voulais répondre à une question. Une question qui a à voir avec la situation du Congrès qui doit approuver ou au moins voter le nouveau code pénal. Plusieurs organisations comme SOFA, IFAM, Solidaridad de la Mujer Haitiana et, et autres organisations qui luttent et qui réclament. Parce que en suivant la sévérité de cette loi, la corruption couvre le cri de douleur des femmes qui se font dans des cliniques improvisées et celles-ci sont improvisées pour pouvoir faire des services suivant une médiocrité. Dans le sujet de l'avortement dans notre pays est suivi dans la mesure possible aux tendances de la société et celui-ci, à partir du gouvernement néanmoins, ils ne sont pas perturbés. Des fois par des manifestants qui comptent avec des pancartes moralistes, alors qu'en Haïti, le status quo compte avec l'absence d'une perspective légale en ce qui a à voir avec la réalité immédiate. Et le cas est un cas de santé publique très grave. Il est impératif de travailler ensemble à suivre les règlements sociaux. À des milliers de kilomètres, l'ambiance est différente. Le sujet de l'avortement doit être à l'auteur des coutumes, des mentalités forgées sous des circonstances historiques. D'ailleurs, on informe qu'en France, par exemple, une grossesse est considérée une grossesse parce que elle se donne dans le moment d'une vacance pour justifier le cas d'éliminer le cas en cas d'une romance et s'assurer d'enlever le résultat de son cœur. Si la personne ne veut pas garder le souvenir du père, alors ce sont considérés comme des cas pour pouvoir terminer et de juger en faveur de l'avortement. Et pour sauver la vie des femmes et des jeunes filles, pour qu'elles puissent continuer à étudier et à se préparer jusqu'à réussir une formation et pouvoir créer une famille avec une mentalité libre. Selon la docteure Olga Benoît, directrice de la solidarité SOFA, l'avortement, c'est la troisième cause de mortalité maternelle en Haïti. Celle-ci est très élevée. Et c'est dans la pratique
à cause de la pratique clandestine. Les croyances populaires ainsi que l'Église ne sont pas d'accord. Ils le considèrent comme meurtre. Et c'est considéré même à excommuniquer une personne de l'Église si elle est soupçonnée même, ce qui est un exemple de discrimination. Et il y a 10 ou 20 ans de ça, c'était encore pire. Une femme ne pouvait même pas parler de l'avortement. Donc, une femme qui pratique l'avortement, elle est mal vue dans la société, mais une femme qui a même 5 enfants reçoit l'appui de la société. Mais jusqu'à présent, le sujet de l'avortement est considéré comme embarrassant. Plusieurs jeunes filles ont déjà présenté le témoignage et c'est un processus contre une jeune fille haïtienne de 21 ans. Et après ce processus, comment elle explique qu'elle est d'accord avec la légalisation de l'avortement, mais elle doit être accompagnée parce qu'elle était victime et elle voulait se suicider. Alors, c'est tout un processus d'accompagnage à la personne. En Haïti, il y a un problème. Le système de santé est- n'est pas optimum. L'éducation sexuelle n'existe pas. Et on n'a pas assez de méthodes de protection et de prévention. En ce moment, parler de l'éducation sexuelle, c'est pas bien vu. Les parents ne sont pas d'accord, les écoles ne sont pas d'accord. Alors, les enfants s'éduquent entre eux, avec les copains. Donc, on reste dans cette situation qui se présente. L'Église, les membres de l'Église, n'importe quelle personne qui parle de ceci, qui se prépare pour sortir, qui suit, tout le monde prend la Bible comme exemple pour défendre leur position sans prendre en considération la situation des femmes. On parle des 3 causes pour l'avortement, qui sont la violation sexuelle, l'inceste ou la malformation du fœtus. Mais aussi, on a d'autres réclamations, la vulnérabilité aussi, l'effet âge. Un enfant de 12, 13 ans qui ne peut pas prendre la responsabilité. Assez souvent, les enfants, après la grossesse, ne sont pas des femmes. Et une femme doit être prête. La grossesse, d'avoir un enfant, c'est quelque chose d'important pour une femme. Mais elle ne doit pas, ça ne doit pas faire, ça ne doit pas être une cause de douleur. Alors, on réclame un droit à l'avortement libre en Haïti. Mais les organisations travaillent sur ceci. Merci. Merci, Ressoula. Et à tout le monde aussi pour parler de ce sujet très important. Donc, à partir des questions qui se présentent dans la plateforme virtuelle, on reconnaît l'importance des luttes dans les différents pays, dans différents espaces. On constate des commentaires qui parlent de la possibilité de créer un congrès transféministe, une stratégie régionale pour la réclamation de ces droits. Des personnes aussi ont commenté et ils étendent la conversation. Des personnes qui ont beaucoup d'expérience trans. On sait qu'il y a vraiment beaucoup de niveaux de cette conversation. Alors, je veux remercier à tout le monde pour leur apport, leur contribution, pour avoir une vision plus claire et holistique de ce sujet. Alors, en ce moment, on fait une pause. Je dis pause, mais en réalité, on ne fait pas une pause, hein. Sinon, c'est que on va répondre à certaines des questions et on a beaucoup de questions.
Comme je disais dans la session, je vais poser la question et la personne qui décide de répondre, vous pouvez prendre la parole. Et sinon, alors on peut continuer avec la troisième session et suivi par la troisième session de questions. Alors, on a une question très spécifique et elle est dirigée au contexte cubain. Comment vous expliquer le manque d'exercice, le droit et le manque d'exercice en ce qui a avec la grossesse des adolescentes? On a écouté un peu les réclamations sur ceci, mais on pose la question encore une fois, si vous voulez ajouter quelque chose à partir de cette question. D'autre part, on a une question qui dit, quelle est la possibilité de la création d'un réseau caribéen pour sauver la vie et dignité des femmes, au moins suivant les trois causes? Je vois que d'autres personnes ont déjà parlé. Ça, c'est une conversation qui se déroule dans le chat. J'aimerais la présenter ici parce que c'est le même dialogue virtuel. Alors, la question du contexte cubain, ce qui a à voir, comment on peut justifier cette division, cette séparation? Et de notre côté, j'aimerais écouter les possibilités de créer un réseau caribéen ou s'il existe déjà. C'est intéressant parce que ce qu'on fait en ce moment, c'est déjà une espèce de réseau. Donc, on peut étudier la possibilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question pendant cette pause? Bon, en tant que le réseau ou les réseaux, il y a déjà des espaces qui existent, assez formalisés en ce qui a à voir avec la santé des femmes en Amérique latine et les Caraïbes. Il y a différentes identités qui se sont organisées et qui acceptent la représentation des personnes dans leur caractère individuel, coalition ou des organisations déjà bien formées. Mais un réseau, un réseau organique, trans-Caraïbe, comme vous parlez, qui est vraiment assez pertinent, je ne sais pas si ça existe. Je pense qu'il faut bien, ça vaut la peine d'étudier, d'investiguer pour voir si on peut la créer. Et si on peut le faire, pourquoi pas. Super, merci Alexandra. S'il y a quelqu'un d'autre qui décide, qui veut ajouter à cette réponse ou l'autre réponse. Aussi, dans le chat, il y a des personnes qui demandent à Jésus là si un politicien a appuyé ouvertement la lutte pour l'avortement. Je sais qu'on a déjà parlé de ceci, mais il y a des personnes qui entrent et qui sortent. Donc, si tu peux répéter encore une fois pour les personnes qui viennent d'arriver. Le 15 janvier 2015, on a participé d'une grande conférence au Congrès haïtien. Et dans le Congrès, il existe un groupe qui appuie le droit à l'avortement. Et c'est grâce à ça qu'on a entré dans le nouveau code pénal, l'article 328, où on légalise l'avortement. Avec ceci, les organisations féministes vont se connecter et vont continuer à travailler pour que les nouveaux sénateurs puissent voter. On ne sait pas ce qui va se passer avec les trois causes. Ce n'était pas vraiment très difficile, surtout en ce qui a à voir avec le nouveau décret. Sinon, c'est le sujet qui se parle de trans, même si on ne parle pas de trans ouvertement. Il y a un article qui dit qu'on ne peut pas discriminer n'importe quelle personne à cause de leur orientation sexuelle. Et c'est ceci qui a changé tout. Et c'est ceci qui a été la cause de retourner tout le document. On a créé un nouveau code qui compte avec 1000 articles
et un seul parle de l'orientation sexuelle. Et à cause de ceci, tout le projet est retourné. Donc, on a l'espoir, on a toujours un espoir de gagner. Merci, Hesula. Alejandra, je veux dire quelque chose qui a à voir avec Alexandra. Il y a un groupe qui existe toujours et qui manque un peu de chaleur du côté des féministes. C'est la campagne globale contre l'avortement. Celle-ci est lidérée par l'Argentine il y a depuis 2 ans, donc il faut reprendre ces espaces. Et dans ces espaces, je crois que nous, les féministes des Caraïbes, celles-là d'Haïti, de Porto Rico, Cuba, on doit prendre cet espace, ce territoire pour positionner nos demandes et essayer d'amener cette force de tout le continent pour que de toute l'Amérique latine, on ait accès à l'avortement légal et sûr. Oui, alors on y va. Et j'ai plusieurs contacts en Argentine. On est prêt. Je crois que c'est un bon plan et les personnes qui nous accompagnent virtuellement, elles sont vraiment prêtes à nous accompagner. Alors, on peut passer à la troisième session pour parler de certaines stratégies et des questions que je vais présenter pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils sachent ce qu'on parle. On vous rappelle que c'est la troisième session de cette exposition. Une des questions qui est restée dans l'air, on va la présenter à la fin de cette session, parce que ça peut prendre, on peut dédier cet espace pour parler de ça. Pendant ce temps, de cette troisième session, on va penser sur les stratégies qui se font dans les différents espaces et comment on a modifié les stratégies de lutte. C'est dans le contexte actuel, suivant la pandémie du coronavirus, et aussi quelles sont les expectatives, qu'est-ce qu'on veut avoir à long terme. On a beaucoup d'espace à penser. On peut penser quelles sont les différentes stratégies de lutte qui se donnent dans les différents espaces, ainsi que les stratégies de lutte qui furent modifiées à cause du contexte de la pandémie. Et d'autre part, quelles sont les expectations, les expectatives à long terme comme un résultat de cette stratégie. Donc, dans cette session, on aimerait écouter comment ces réponses prennent vie en Haïti. Jésus là, si on peut écouter sur ces attentes. C'est l'interprète qui vous parle. Jésus là ne parle pas. Apparemment, son microphone est muté. OK, c'est bon. Alors, du côté haïtien, on peut dire, une seconde, s'il vous plaît. Je m'excuse, je passais par une mauvaise connexion. Alors, continuez à faire la promotion des mesures de prévention suivant les méthodes anticonceptives, suivre la santé publique pour qu'ils puissent
utiliser les différents systèmes pour la prévention de la grossesse ainsi qu'éduquer sexuellement, surtout les jeunes filles, soit à l'école ou à la maison. Et les leaders d'opinion, l'Église, les journaux, la presse, la télévision puissent parler aussi. Il faut créer un langage commun pour pouvoir vendre cette idée, pour vendre l'idée que les femmes ne sont pas euh, des, ne sont pas des meurtrières, qu'elles ne tuent pas les enfants, et de créer à travers des organisations féminines des liens avec les organisations, des autres organisations féministes. Et on croit que la connexion des féministes aux Caraïbes est très importante pour continuer à lutter. Un jour, on peut parler, j'espère pouvoir parler de droits dans les Caraïbes, où l'autre partie vraiment n'a pas accès à ces droits. Et pour continuer à travailler pour approuver le nouveau code pénal et attendre le fonctionnement du Congrès. Pour nous, le COVID-19 ne représente pas un danger pour le processus, sinon l'instabilité politique et l'insécurité chez nous. On annonce les élections pour l'année 2021, mais jusqu'à présent, on n'a pas une date fixe. Une étude fut présentée, étude réalisée après le tremblement de terre de l'année 2010, qui a à voir avec le droit sexuel de reproduction et d'avortement. Et Mme Zamor a fait connaître que 163 jeunes filles qui ont participé à cette étude vivent sous des lois qui régulent le sujet de l'avortement dans le pays. Et elles appellent au pouvoir de suivre la responsabilité de garantir le droit à l'avortement libre et sûr, afin de diminuer le nombre de filles qui meurent à cause des avortements pratiqués illégalement. Suivant le sénateur Francisco de la Cruz du consortium créé dans le Congrès au droit de l'avortement, où on comptait avec plus de 200 participants. En Haïti, on est toujours assez solidaire pour garantir la garantie à la légalisation de l'avortement. Pour légaliser l'adultère, ce fut tout un défi. Avant de l'année 2005, une femme qui avait des relations avec un autre homme était condamnée à la prison, condamnée d'adultère. Donc, ce n'était pas une infraction, c'était illégal. Donc, avec ce même espoir, on espère pouvoir un jour parler de la légalisation de l'avortement où les jeunes filles, les femmes soient libres d'avorter, de contrôler nos corps et de décider quand on veut ou on peut avoir un enfant ou quand on ne veut pas, quand on peut terminer cette grossesse. Avec cet espoir dans les Caraïbes, je pense qu'on va créer beaucoup plus de motivation et d'espoir. Merci. Merci beaucoup euh, pour articuler le sentiment de beaucoup d'entre nous. J'aimerais pouvoir écouter alors Elisabeth. Quelles sont les stratégies et qu'est-ce que tu penses de cette troisième session chez toi? Écoute, en écoutant Jésus-là, je suis vraiment contente de voir autant de pouvoir chez une femme noire.
Ici, en République dominicaine, j'avais toute une structure, mais je veux profiter le temps. Le sujet d'interrompre la grossesse volontaire, ce n'est pas un problème seulement dans la République dominicaine, sinon dans la région, et c'est lié directement avec la conscience. Si on a accès à la légalisation, à avoir le droit que l'avortement ne soit plus considéré illégal, qu'on a plus de persécution, c'est le système qui nous violente, qui cause des problèmes. Malgré tout ça, on peut le survivre à travers d'une cause. On a ce que nous, on pense de nous, de notre corps, de notre vie. Cette idée de la maternité qu'on a créée chez nous, qui est très vivante chez nous et qui est extrêmement puissante. Parce que tout le monde, toutes les femmes veulent être une bonne femme, la femme qui suit son rôle, la femme qui peut être choisie, surtout pour le cas des jeunes filles qui n'ont pas encore l'opportunité d'avoir un partenaire. Et c'est ce qu'on nous a appris. Donc, en avançant un peu plus, en créant un discours beaucoup plus progressiste, je comprends que ce grand mur qui représente un obstacle pour avoir un accès total, démocratique, de déterminer ce qu'on veut faire avec notre corps. Ça, c'est la première lutte, ça, c'est la première montagne interne, la légalisation de nos consciences. Ce n'est pas un terme qu'on utilise assez souvent. Nous, en tant que catholiques, suivant les efforts qu'on a fait en République dominicaine, dans différents collectifs féministes, et dans ceux dont j'ai l'opportunité de travailler, on a grandi. C'est dans notre sang. Donc, on a construit, il y a cette quotidienneté. Et ceci, on ne peut pas créer ça d'un jour à un autre. Il faut, comme nous dit Jésus là, travailler à 1000% pour changer la mentalité de la personne. Parce qu'avec notre éducation, on a beaucoup plus d'ouverture. Alors, en ce qui a à voir avec la question de qu'est-ce qu'on fait en ce moment, vous savez qu'on travaille il y a déjà plus de 20 ans en accompagnant les femmes dans la douleur de terminer une grossesse. Parce que l'avortement, ça fait mal. C'est pas une fête, même si c'est légal. Par exemple, au Cuba et à Porto Rico, c'est légal. Mais c'est pas une fête. Une femme qui prend cette décision, elle n'est pas heureuse de prendre cette décision. C'est une nécessité, c'est le besoin de survivre à une situation qu'on n'a pas cherché, qu'on n'a pas décidé. Parce que quand un préservatif se déchire, par exemple, il y a un changement quand il n'y a pas un accord. Si on n'a pas utilisé le préservatif, n'importe quoi, ce sont des situations qui arrivent. Et dans cette situation, on mérite donner une réponse parce que ça a un impact chez nous, dans notre corps, et ça peut avoir un effet sur nos libertés. Donc, dans ces 20 ans de lutte, on a développé des stratégies d'incidence qu'on a présentées dans le Congrès et surtout à des personnes d'influence, les leaders d'opinion et divers secteurs divers de la vie dominicaine. Ceci est resté comme le code de l'année 19. C'est resté comme un rêve non réalisé. Mais on ne peut pas rester seulement dans le lobbying. On est passé à la mobilisation et à la dénonce. Et on dénonce constamment la situation des femmes dans le pays, le sujet de la santé sexuelle, de la santé et de l'avortement en République dominicaine, avec des cas emblématiques comme celui d'Esperancita et d'autres cas à présenter qu'on a eu l'opportunité d'accompagner, qui sont vraiment beaucoup plus douloureux.
chaque vie de chaque femme qui est perdue à cause d'un manque de garantie de l'État, ça fait mal. Donc, sur ce sens, on se mobilise constamment. On travaille avec le Congrès pour exiger les droits qu'on doit avoir garantis. Aussi, on a fait des présentations dans des espaces internationaux comme les Nations Unies, dans le processus d'examination mensuelle, où on a pu montrer un rapport alternatif pour qu'ils puissent connaître notre point de vue, comment se vit le contexte des droits sexuels en République dominicaine et l'accès à ce qu'on a. Là, on a réussi que plus de 100 pays eh, recommandent la légalisation de l'avortement, mais malheureusement, le gouvernement ne suit pas ces recommandations. On suit les recommandations qui ont à voir avec les droits de reproduction. En ce moment, je veux dire que avant les élections, avant la campagne des élections, la ministre des Femmes ici en République dominicaine s'est prononcée contre les trois causes, ainsi que d'autres candidats de conservation des partis alliés au parti gagnant. Donc, ceci a augmenté la confiance des secteurs qui sont contre les droits fondamentaux, a continué à nier ce droit aux femmes. Aussi, on a réalisé pendant la pandémie du COVID, des organisations de jeunes femmes se sont présentées devant le Congrès avec des pancartes demandant, exigeant la légalisation de l'avortement, suivant l'espace et de créer un débat public d'activiste à activiste. Il s'appelle Pro-Vie, mais en réalité, c'est nous vraiment qui luttons pour préserver ces vies. À l'intérieur du pays, aussi dans la province, aussi, le conseil de gouvernement du nouveau président, on a aussi demandé de suivre sa promesse de campagne de légaliser l'avortement suivant les trois causes. Et il avait promis avant de gagner les élections, donc on espère qu'il puisse passer. Sinon, on fera une manifestation pour le rappeler. On a aussi pris des actions dans les réseaux sociaux. Je veux inviter toutes les personnes des Caraïbes à suivre le hashtag avortement 3 causes qui est ici en République dominicaine et là, on colloque tous les messages qui sont en tendance. C'est très important d'ajouter des voix à nos réclamations avec nos frères et nos sœurs des Caraïbes. Ce sera génial de pouvoir aller au-delà parce que dans les Caraïbes, on est le pays qui a l'avortement est absolument pénalisé. Je ne sais pas si j'ai pas beaucoup de temps. Non. Merci, Elisabeth. Merci pour cette présentation. Maintenant, on va écouter Porto Rico et ensuite Liliane du Cuba. Bon, je vais être bref. J'aimerais bien continuer à écouter mes collègues et je pense qu'on a positionné le Porto Rico dans d'autres occasions de cette transmission. Je suis vraiment heureux de pouvoir partager avec Elisabeth parce qu'une des stratégies de lutte est justement celle qu'on réalise aujourd'hui. Les mouvements de sortir de notre espace géographique. Les luttes ont beaucoup de pouvoir dans nos pays, mais elles peuvent avoir beaucoup plus de pouvoir si on peut travailler ensemble, si on peut échanger des idées et s'appuyer les unes les autres. Donc pour nous, c'est un privilège de pouvoir
amplifier ces réclamations de mouvement en République dominicaine. Et je suis heureuse de pouvoir travailler avec ma collègue Lourdes Mirelis. Donc pour nous, c'est vraiment un honneur de travailler avec vous et de continuer à fermer cet écart. Parce que plus on travaille ensemble, plus on conspire, plus on va éliminer cette patriarchie qui ne nous laisse pas parler, qui ne veulent pas qu'on prenne des décisions avec notre propre corps. Les femmes ainsi que les personnes qui s'identifient en tant que femmes et les non-binaires. Une autre stratégie, c'est ce point clé, éduquer que l'avortement, c'est pas moral, c'est une affaire de santé publique et on doit le traiter comme. Parce que si on perd la perspective et on ferme la porte aux opportunités à beaucoup de personnes qui méritent une vie digne, qui veulent décider quand avoir une famille ou pas. Le droit et la valeur d'une personne n'est pas calculé par la quantité d'enfants qu'elle peut avoir. On ne calcule pas la possibilité de créer une famille. Notre valeur en tant que personne et qu'individu se calcule par ce qu'on veut offrir au monde et notre capacité de développement. Jamais, jamais par ce que nos appareils de reproduction peuvent faire. Aussi, Elisabeth a parlé des élections ainsi que Hesla. Vous avez parlé du système et des personnes qui font l'opposition à Porto Rico aussi. Et on va faire face à un processus d'élection très décisif. Et en ce moment, je ne vais pas parler des candidats ici, mais c'est important de faire attention à les différentes positions parce qu'il y a des personnes qui sont parlées en faveur de la décision, il y en a d'autres qui sont contre. C'est un droit qu'on a, on a lutté pour avoir ce droit et on doit se concentrer à que ça soit plus aséquible et non pas à continuer à ne pas permettre aux personnes qui n'ont pas accès à ce droit à Porto Rico. Aussi, à niveau national et politique, on a des stratégies que je considère les plus belles, ces stratégies communautaires qui sont des résultats des mouvements féministes. On a on accompagne des membres de la santé. On a commencé un entraînement pour l'avortement et on a une plus grande quantité de personnes dans d'autres espaces pour le même propos. On éduque les communautaires, on a des promotrices de l'éducation qui parlent non seulement du droit de l'avortement, sinon le droit à la santé sexuelle et intégrale qui inclut et qui parle du plaisir et de la santé, de comment se sentir mieux et d'être à notre capacité. Et définitivement, l'éducation avec la perspective de genre pour continuer à éliminer cette mentalité de patriarchie qui, un monde où on ne peut pas faire marche arrière. On est dans l'année 2020, on n'a pas d'espace pour recommencer. Dorénavant, il faut s'ajouter aux droits des personnes. Jamais, jamais on ne retourne à l'arrière parce que ce mouvement est beaucoup plus international, plus uni vers la défense éternelle des droits des personnes dans notre société. Je remarque que l'Internet nous trahit à Porto Rico. Alexandra est quelque part. J'ai l'impression que sa connexion n'est pas trop bonne. Peut-être qu'on peut passer à Cuba. Bon, je dois m'excuser aussi parce que j'ai
Il souffre un problème de connexion aussi. Mais tout d'abord, j'aimerais passer à la question qui a à voir avec la stratégie qui s'implémente. Je procède beaucoup plus productivement pour le Cuba. Si on a eu la possibilité d'avancer à l'intérieur et de partager à l'intérieur de nos pays et aussi en penser de manière articulée, je pense on va avoir des résultats qui peuvent s'inclure dans la stratégie de lutte, peut-être à long terme ou à moyen terme, et même de manière immédiate. Enfin, la réponse, chose que je voulais partager, une des questions présentées dans le chat est une que je veux répondre qui a à voir avec le sujet de la division des droits et des droits contre l'avortement et le numéro d'adolescentes au Cuba. Je ne sais pas si vous me voyez ou vous m'écoutez. J'espère que oui. Oui, on te voit, on t'écoute. Donc, comme je disais, pour plusieurs Cubaines, le droit à l'avortement est quelque chose qu'on comprend, qui existe déjà et ne représente aucun danger et n'est pas traité de cette façon. Et donc, il faut garder alerte, il faut célébrer ce qu'on a, il faut parler, créer un débat et protéger légalement le droit à l'avortement pour tous les Cubaines qui ont besoin et qui veulent avoir accès présent et futur. Autres stratégies peuvent être de créer une connaissance beaucoup plus profonde de les droits des femmes cubaines et l'histoire qui a créé ces droits, principalement avec les adolescents et les jeunes, et ça a à voir avec la question qu'on a posée. Apprendre et trouver les mouvements féministes de la région, c'est fondamental. On sait, et on a dit ici, qu'il existe une articulation internationale avec des intérêts très connectés chez les conservateurs. D'autre part, il existe beaucoup d'investigations et de recherches sur la santé sexuelle chez nous. C'est quelque chose qu'il faut profiter et on doit approfondir et inclure même dans ces études dans l'Académie cubaine les recherches sur les agendas de conservateurs et anti-droits chez nous. Il faut parler aux réseaux sociaux et de communication et nous appuyer du programme d'éducation sexuelle qui existe pour faire la promotion de la vie pratique sans patriarché. Le scénario virtuel est un espace de rencontre où se trouvent plusieurs personnes, discours et positions. Et ce réseau, c'est un espace de rencontre ainsi qu'un scénario d'éducation. Présenter ses analyses, dialoguer, présenter les arguments face aux conservateurs sont des stratégies urgentes ainsi que des défis pour les Cubains. Dernièrement, mais non moins important, il faut continuer à suivre les droits sexuels et de reproduction des femmes suivant la pandémie. On sait que dans la situation de crise, les femmes, leur vie et leurs droits sont les premiers à vivre un recul. Et ça, c'est un peu de la stratégie qu'on utilise à l'intérieur de notre pays, qu'on peut faire. Je suis tout à fait d'accord d'articuler ces besoins, de faire une promotion de la solidarité entre les différents pays des Caraïbes pour continuer à avancer. Et on a déjà entendu plusieurs idées qui sont très bonnes, qu'on peut peut-être partager pour parler des bonnes pratiques. Et c'est très important. Je pense que ce serait une bonne idée de construire des histoires entre nous-mêmes, les différents pays des Caraïbes, histoire des femmes. Comment ça vous a affecté, positif ou négativement, l'accès ou le droit à l'avortement de chacun de vos pays et les lier à l'histoire de ces pays. Quand les droits des femmes se limitent, on limite le droit et le développement de ces pays. Donc, pour répondre rapidement aux questions de la relation et l'accès à l'avortement, ce qui a à voir avec la grossesse des adolescents,
C'est une relation vraiment compliquée. Si bien en 2017, un de quatre avortements réalisés de cette année, c'était de femmes entre 15 à 19 ans. Néanmoins, le taux de grossesse chez les adolescentes en ce moment est de 16% total, ce qui veut dire que ces deux chiffres sont assez hauts. Il y a beaucoup de recherches, plusieurs de recherches qui se font dans les espaces de santé, ainsi que les centres d'études démographiques de l'Université de La Havana. Et je recommande plusieurs auteurs, comme Dr. de Molina, qui suit la grossesse chez les adolescentes, et elle parle de la division euh, des sexes, parce qu'on vit dans une société de patriarchie. Et le défi de la grossesse et la quantité d'avortements, parce qu'il y a des études qui indiquent que la plupart des adolescentes n'utilisent pas les anticonceptifs, elles n'utilisent pas les condoms dans les relations sexuelles. Elles commencent la relation sexuelle très tôt et ça nous indique qu'on manque une éducation sexuelle. Et il faut le voir d'une perspective si elles arrivent à un point où elles ne peuvent pas initier leur vie sexuelle avec le pouvoir et la connaissance, alors elles n'ont pas les outils pour négocier l'utilisation des préservatifs. Ça, c'est d'un côté. L'étude des grossesses avec les adolescents, elle parle aussi de la division, mais aussi de l'inégalité, comme la couleur de la peau, l'endroit de la résidence, par exemple. À l'orient du pays, les grossesses chez les adolescents sont beaucoup plus hautes. Et aussi, on parle de l'accès aux services de santé sexuelle et l'importance de changer les lois et les systèmes de santé. Je pense que peut-être on peut centraliser l'importance du féminisme et l'intégralité du droit sexuel et de reproduction de la femme. Quand on parle de l'accès et des droits, le droit à l'avortement, on parle aussi de la possibilité d'avoir accès aux services de santé sexuelle qui, chez nous, et je répète, chez nous, l'avortement, tous ces services sont universels, sont gratuits et on a une grande quantité d'avortements. Et ça nous fait savoir qu'on doit renforcer la sexualité et l'autonomie du corps de ces jeunes filles et continuer à étudier les différences dans les différents territoires qui ont à voir avec la couleur de peau. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Et je remercie cette question parce que c'est quelque chose qu'on recherche couramment et on peut présenter la présentation du rapport mondial d'une présentation très, très intéressante qui parle de la santé sexuelle dans notre pays. Et là, vous allez trouver beaucoup plus d'informations. Merci. Merci à toi pour répondre. Et merci à tous ceux qui ont posé les questions, ceux qui ont répondu à la question. Donc, je fais une petite parenthèse. Je veux dire que c'est beau d'être ici et d'utiliser la technologie et la réalité virtuelle pour créer cet atelier qui nous permet d'av- de créer une conversation. Donc, on est là et on a une connexion totale. Je remercie. Malheureusement, ici à Porto Rico, l'Internet ne marche pas trop bien, mais j'ai eu l'opportunité de voir les questions pendant mon absence et j'ai constaté que la plupart des questions ont déjà reçu des réponses. Donc, je vais vous remercier pour la conversation. Merci à tous nos présentatrices. Je veux dire que la réalité du sujet même, c'est une conversation qui a beaucoup de questions vraiment sans réponse. Et il y a des questions qui se sont présentées, il y a d'autres qui seront présentées plus tard dans la transmission de ce vidéo dans les réseaux sociaux. Il faut continuer à travailler ce sujet.
Je veux dire aussi que le journal Feminista Todas a fait un travail merveilleux pour passer l'information et présenter l'information des organisations qui sont représentées par nos panélistes ici, qui présentent à nos panélistes. Et s'il y a des questions où vous comprenez que vous voulez continuer à approfondir, alors je vous invite à contacter les panélistes directement, les organisations pour lesquelles elles travaillent. Et sachez que la connexion qu'on a ici ne termine pas avec cet atelier, sinon qu'on va créer un réseau pour continuer à se communiquer à partir de chacun de nos espaces. Donc, je pense que vous avez tout dit, vous avez dit l'essentiel. Donc, encore une fois, je veux remercier à Tayel Saloul de Porto Rico pour la coordination de cet événement, à toutes les présentatrices, les organisations, et je salue le travail et toutes les personnes qui ont aidé à créer cet atelier, cette conversation. Si vous avez une question qui n'a pas reçu de réponse, alors vous pouvez la présenter directement pour reconnaître tout ce qui est présenté ici. Donc, merci à vous tous et à la prochaine. Merci Alexandra, merci à tous. Je suis vraiment heureuse de cette rencontre. Alexandra, merci pour ce one-two, Jessula, Lydiane. On continue. Merci à toutes mes collègues. Merci à tout le monde, définitivement. Je suis disponible et j'espère qu'on puisse continuer à travailler comme bien le disait Elisabeth. Bien sûr, il faut continuer à partager les expériences qui se construisent dans chacun de nos territoires pour l'avancement des Caraïbes. Donc, je vais vous envoyer une information de quelque chose qu'on travaille avec notre congrès que je pense peut-être intéressant pour vous. Une fois qu'on ait créé et terminé l'événement, je vous passe l'information. Merci. Une avocate aussi, avocate qui est avec moi, qui vient d'écrire sa thèse